Écoutez, elle était déjà sur Chaque fois je vais quelque part, mais pourquoi t'es venu là aujourd'hui? C'est-à-dire que hier j'étais ailleurs et demain je serai ailleurs. À un moment donné. C'est une drôle de question ça. Vous pouvez le dire dans vos écoles, là, vous leur dites au prof. Dotation de l'État avec. La future présidente, bonjour. Bonjour. Madame Le Pen, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux faire une photo avec vous? Oui, bien sûr. Ah, je peux retirer le masque? Ah, c'est mieux. Madame Le Pen, s'il vous plaît. Enlevez le masque, non, madame. Nickel, merci. Très charmant. Laissez de l'espace maintenant. Merci. Attendez, bougez pas s'il vous plaît. C'est bon. Merci beaucoup. Je vais voir, je vais regarder. On est un peu à contre-jour, mais bon, je pense qu'on va nous reconnaître quand même. Excusez-moi, Madame Le Pen. Il y a une conférence de presse pour les journalistes tout à l'heure où je répondrai à l'ensemble de vos questions. Merci. Profitez de l'ambiance de campagne là. Inspirez-vous de cette ambiance de campagne chaleureuse et pleine d'espérance. Moi, je suis toujours étonné par les candidats qui arrivent à faire des campagnes sans voir de Français, sans les rencontrer, sans échanger avec eux. Les candidats qui arrivent à faire des campagnes sans voir les Français, évidemment, cette phrase s'adressait à Éric Zemmour. Mais avant cela, on va parler de Marion Maréchal Le Pen. Elle était en Hongrie aujourd'hui et Céla Bougriou et Lucas Prévost nous ont dit on a des images d'elle et ils nous ont d'abord envoyé ces images. Et oui, c'est à ce colloque-là Exactement. que Marion Maréchal était invitée. Oui, c'était là. C'était bien là, c'est un colloque extrêmement sérieux. La preuve, Céla nous a envoyé ces images de Marion Maréchal Le Pen qui est bien là et elle accueillit comme ceci sur scène, elle avec cette petite phrase. Écoutez bien, tendez l'oreille. Most pedig színpadra kérem Marion Maréchalt. Bonjour à tous. La famille, c'est le lieu où on apprend à vivre avec les autres, entre différentes générations, dans la mixité homme-femme, où on apprend à supporter au dîner de famille des gens qu'on n'a pas nécessairement choisis. Serait-il possible que Marion Maréchal Le Pen pense à ses tantes à propos de ces dîners de famille? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Céla Bougriou était sur place et elle a évidemment posé la question Zemmour. Parmi la liste des invités, il y a également Éric Zemmour. Est-ce que là aussi, vous partagez des points communs avec lui, notamment ses positions actuelles sur l'union des droites? Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il est en mesure d'accéder au second tour? Alors écoutez, Éric Zemmour est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie, vous le savez. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret pour personne qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on se fréquente, et je serais ravie de le voir demain. Je pense que c'est un homme qui est un homme intéressant pour le débat public parce que par sa manière d'aborder les sujets, je pense qu'il va forcer le débat présidentiel à se faire aussi sur des sujets comme l'identité, sur des sujets comme la question de l'immigration, les sujets culturels. Et de ce point de vue-là, il va être, à mon avis, intéressant, tout simplement parce que sinon, on aurait probablement ronronné autour du Covid jusqu'en avril prochain. Et voilà, il va... Bon, on va dire que de ce point de vue-là, il va bousculer un petit peu tout le monde. Après, vous dire, est-ce que je vais soutenir Éric Zemmour, est-ce que je vais soutenir Marine Le Pen, ça va pas être le propos d'aujourd'hui. Non, bien sûr, mais est-ce que justement en dehors du jeu, vous imaginez, la situation est un petit peu délicate pour moi, puisque évidemment, je me suis toujours engagée à ne pas vouloir d'une quelconque manière nuire à la campagne de Marine Le Pen. C'est pas mon objectif dans la vie, donc je me suis donné comme, on va dire, discipline de ne pas intervenir dans la campagne, de ne pas commenter les propos des uns ou des autres. Voilà, maintenant, la campagne n'a pas commencé. Donc je pense que tout peut arriver dans une campagne présidentielle. C'est ça. Y compris faire mieux que Marine Le Pen. Non, mais je veux dire, le problème, c'est que quand vous regardez la manière dont évoluent les campagnes, c'est intéressant de voir que tous les scénarios qui sont toujours annoncés peuvent être parfois remis en cause. Donc moi,
étant donné que je ne veux pas commenter dans le détail, en tout cas ce qui est sûr, c'est que je ne m'aventurerai pas à dire que le scénario du deuxième tour est joué. Voilà. Je ne vais pas aller au-delà de ça pour les commentaires. Zemmour était à la une de Paris Match, vous avez lu l'article? Ah non, je lis pas la presse People en étant moi-même victime, donc je compatis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que vous pensez tout de même qu'il peut être une menace pour Marine Le Pen? Je vous laisse, j'arrête ici. Merci beaucoup. On a choisi de vous laisser avec Ruth en longueur cet échange parce que chaque mot, chaque sourire compte et cette phrase est très importante. Je ne m'aventurerai pas à dire que le second tour est joué. On était en Hongrie, on retourne en France, à Metz. Marine Le Pen a tenu une conférence de presse, une grosse heure après sa nièce. Que depuis 4 ans et demi, les Français nous mettent dans toutes les intentions de vote, Emmanuel Macron et moi-même, en face à face pour un second tour. Et c'est cohérent. Aujourd'hui, à Budapest, Madame Le Pen, Marion Maréchal, votre nièce, a été interrogée sur l'actualité, sur Éric Zemmour. Elle a considéré qu'il va bousculer tout le monde, qu'il va faire du bien, qu'il va forcer le débat présidentiel et que le scénario du deuxième tour n'est absolument pas joué. Est-ce que vous êtes en désaccord avec ce que dit votre nièce ? Disons qu'un second tour n'est jamais joué. Moi, je veux dire, j'ai beaucoup de modestie dans ce domaine et je sais qu'une élection se gagne. Et c'est la raison pour laquelle je suis en campagne et je suis sur le terrain. Je pense que rien n'est jamais écrit, rien n'est jamais, en l'occurrence, joué. Mais je pense que Marion, qui s'est éloignée de la vie politique, n'a peut-être plus les capteurs nécessaires, peut-être justement cet éloignement avec le terrain politique lui probablement fait penser que l'agitation médiatique correspond à la réalité politique. En ce qui me concerne, je ne le crois pas. Voilà, pour répondre à votre question. Est-ce que vos certitudes vous font redire à nouveau qu'à votre avis, Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle? Oui, je pense qu'Éric Zemmour n'a aucune chance de gagner l'élection présidentielle. Parce qu'il est à 10% dans un sondage. Voilà ce que disait Marine Le Pen cet après-midi sur Éric Zemmour, avec Marion Maréchal qui revient. Juste peut-être un commentaire. Évidemment, c'est pas votre famille politique, c'est pas votre camp. Mais comment vous regardez cette irruption d'Éric Zemmour, cette réaction de Marine Le Pen? Bon, d'abord, franchement, les bisbilles entre la tante et la nièce, ça m'intéresse très peu. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la place que prend l'extrême droite dans le discours politique et dans la parole publique en ce moment. On entend beaucoup des paroles d'extrême droite qui du coup se banalisent et qui font que, on accepte des discours qui sont de plus en plus dangereux, de plus en plus graves et des candidats ou peut-être candidats comme Éric Zemmour qui ont des propositions qui, à une époque, l'auraient complètement disqualifié et qui maintenant passent. On va imposer aux gens de changer de nom, on monte les gens les uns contre les autres. Ce monsieur, il y a quelques années, proposait de déporter un certain nombre de Français. Bref, il a des propositions qui sont complètement hors du temps, hors de la réalité, et ça passe. Et aujourd'hui, c'est accepté dans le débat public. Je crois que c'est grave. Merci Paul, merci pour cette chronique. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. On va évoquer avec vous, donc, Barbara Pompili, le débat des écologistes. Et je voudrais que vous écoutiez tout de suite un petit extrait de chacun des deux candidats hier soir. L'écologie de gouvernement, ça fait 20 ans qu'on l'a eue. Ça fait 20 ans qu'elle a été au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Et finalement, elle ne transforme pas ni notre économie, ni notre société. Au contraire, elle tend les choses. Par les demi-mesures, par les petits pas, par même les pas en arrière qui sont faits quand les tensions sociales sont trop fortes, on recule. Et on ne prend pas le défi du réchauffement climatique pour ce qu'il est, c'est-à-dire le principal défi des prochaines années pour notre société. L'écologie, elle n'a pas gouverné ces 20 dernières années. L'écologie qui gouverne aujourd'hui, c'est l'écologie de nos maires, qui sont en train de mettre en œuvre des mesures extraordinaires pour transformer la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'accéder aux responsabilités, donc d'accéder au gouvernement pour gouverner. Si gouverner, c'est renoncer, à ce moment-là, je crois qu'il ne faut plus faire de la politique. Alors, l'écologie de gouvernement n'a pas gouverné, l'écologie de gouvernement a gouverné, mais elle a raté. Comment vous réagissez ? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, quand j'ai entendu ces différentes interventions, je me suis dit, mais dans quel monde sont-ils ? Ils sont d'abord en train de faire des propositions qui, pour beaucoup d'entre elles, et même la quasi-totalité, sont déjà en train d'être mises en œuvre.
Donc il faudrait un peu qu'ils se renseignent. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai vu 2 personnes qui arrêtaient pas de se parler entre elles et de se parler d'elles-mêmes. Et c'était un débat, et c'était un débat de fin de primaire, c'est normal, c'était un échange. Oui, mais c'était à savoir qui était plus ambitieux, moins ambitieux, etc. Moi, je n'avais pas le sentiment qu'on avait des personnes qui parlaient du monde dans lequel je vis. Et tout à l'heure, j'entends le fait de gouverner, c'est renoncer. Moi, je gouverne, et donc je fais des choix. Et c'est ça, gouverner, c'est choisir. C'est avancer le plus loin possible en poussant des propositions et en faisant en sorte qu'on emmène les gens derrière nous. Moi, quand j'entends que les choses n'ont pas bougé ou qu'il y a eu des reculs, je tiens juste à rappeler quand même que dans notre pays aujourd'hui, on a baissé déjà nos émissions de gaz à effet de serre. On a divisé par 2 les émissions que nous avions à une époque. Aujourd'hui, on avance. On a 30% des voitures aujourd'hui qui sont vendues en France qui sont des voitures électrifiées, électriques ou hybrides. On a augmenté de 30% la part des pistes cyclables, des ventes de vélos. On a des menus végétariens qui se mettent en place dans les cantines. On a le monde qui est en train de changer, des politiques qui sont en train de se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'en face de moi, il y a des personnes qui sont à Europe Écologie Les Verts qui n'ont pas vu cela. Et c'est assez surprenant, quand on les connaît pas trop. Non, je comprends. Quand on les connaît pas trop, pourquoi ? C'est parce que ce sont des militants, parce que Europe Écologie Les Verts, ils ont un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement où ils se parlent entre eux et où ils parlent avec des gens qui sont d'accord avec eux. Ils ont beaucoup de mal à s'ouvrir et à se dépasser. Pourquoi je suis partie ? Parce que je suis convaincue que si on veut faire avancer le monde, il faut dépasser les clivages. Il faut travailler, y compris avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous ou qui ne voient pas forcément les choses de la même manière, mais qui doivent relever ce défi du changement climatique, de la préservation de la biodiversité, de relancer notre économie, de retrouver du travail, de redonner des perspectives. Et ça, on ne peut pas le faire en vase clos entre nous. Il faut qu'on le fasse avec tout le monde. Alors quand vous êtes, on va vous voir en photo avec Nicolas Hulot, c'était le sommet des océans il y a quelques semaines à Marseille. Ça, c'était une façon de dire aussi aux écologistes, nous on a le plus écologiste avec nous. Enfin, il est parti quand même, il avait démissionné. Oui, les écologistes aujourd'hui sont partout et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'ils essayent de faire des choses sur le terrain. Moi, j'ai des agriculteurs à qui on demande énormément aujourd'hui, qui font énormément d'efforts. Et quand j'entends je crois que c'était Sandrine Rousseau qui disait maintenant il faut sortir des pesticides dans 5 ans, et puis c'est comme ça, pas autrement. Ah non, tout de suite, elle a dit tout de suite. Tout de suite, bien sûr. Nous, on a réduit de 50% l'utilisation du glyphosate dans notre pays. Oui, mais vous aviez prévu 100%. Donc oui, mais il faut remarquer que vous n'êtes pas allé au bout. Justement. Pourquoi ? Parce que nous, on se confronte à la réalité du terrain. Et sur le terrain, on peut aller vite dans certains domaines et il faut le faire. Il y a d'autres domaines où il faut qu'on trouve des solutions. Et les solutions pour sauver l'agriculture, pour la faire passer ce cap de l'agriculture, d'une agriculture qui soit en phase avec nos objectifs, qui utilise moins d'intrants, qui soit d'une agriculture de qualité que nous avons déjà en France, mais que nous devons développer encore plus, une agriculture qui développe les protéines végétales, ben ça se fait avec les agriculteurs. Ça se fait en travaillant avec eux, en comprenant leurs difficultés, et puis tout simplement en essayant avec eux de les dépasser. Alors c'est ce que dénonçait Sandrine Rousseau en la qualifiant d'écologie d'accompagnement et en accusant, entre guillemets, Yannick Jadot de porter cette écologie d'accompagnement. Oui, mais Sandrine Rousseau, elle a une vision des choses qui est une vision d'opposition des gens les uns contre les autres. Alors, elle se fait beaucoup attaquer sur sa manière de faire et sur des mots qu'elle emploie. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'elle a raison de dire qu'il y a des minorités opprimées et qu'il faut lutter contre les discriminations. Donc ça, ce n'est pas un problème. Vous voulez dire ce que j'ai appelé et ce que je lui ai demandé sur sa candidature woke, entre guillemets, c'est-à-dire éveillée à l'américaine sur les discriminations, mais qui parfois conduit à faire des réunions non mixtes, Vous êtes d'accord ? Vous trouvez que c'est justifié ? Non, je ne suis pas d'accord avec elle là-dessus. En revanche, je ne rejoindrai pas la cohorte de personnes qui la stigmatisent là-dessus. Certains vont même jusqu'à la comparer à Éric Zemmour. Je ne suis pas d'accord. Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine. Donc ne mélangeons pas tout. Maintenant, ce que je ne partage pas avec elle,
c'est ce côté de vouloir faire de notre société une société où tout le monde s'oppose. Lutter contre les discriminations, évidemment, il faut le faire très fort. Mais par contre, pour avancer, on ne peut pas avancer dans un monde où on se bat les uns contre les autres. On est tous dans le même bateau. Et donc, on doit, et ça c'est ce que je fais au quotidien quand je gouverne, on doit travailler avec tout le monde, emmener tout le monde. Évidemment, il y a des lobbies, évidemment, il y en a qui peuvent jouer au petit malin pour essayer de ne pas avancer, ou bien qui regardent des intérêts de court terme au lieu de long terme. Bien sûr, le monde est complexe, mais on n'y arrivera pas en créant des guerres civiles. Ce n'est pas possible. C'est à nous de rassembler. Là, on va écouter une chose sur la chasse, en l'occurrence, parce que Yannick Jadot, il a attaqué Emmanuel Macron sur la chasse. C'est un sujet délicat, c'est un sujet peut-être qui vous touche aussi, parce que vous êtes du Nord, enfin de Picardie, et il y a pas mal de chasseurs, et c'est pas simple pour vous. On va l'écouter. Il a attaqué aussi directement, Yannick Jadot a attaqué directement Emmanuel Macron. C'est évidemment la chasse. Quand vous avez un président de la République qui est prêt à sacrifier 113 500 oiseaux protégés par la loi parce que menacés de disparition, pour les sacrifier à un lobby cruel, eh bien c'est ça aussi. C'est sortir des chasses traditionnelles, sortir progressivement de la chasse. Voilà, donc il y a eu des compromis, plus que cela même, sur la chasse, faits par votre gouvernement. Vous savez, sur cette question de la chasse, moi, je veux sortir par le haut de ces débats sans fin. Quand il y a un risque sur la biodiversité, puisque moi, mon rôle, ce n'est pas d'être pour ou contre la chasse est une activité légale. Par contre, quand il y a un danger pour la biodiversité, je prends mes responsabilités et c'est ce que j'ai fait sur la chasse à la glu, par exemple, qui n'était pas une chasse sélective. J'ai pris mes responsabilités sur la tourterelle des bois. On a arrêté de chasser la tourterelle des bois cette année parce qu'il n'y en avait plus assez. J'ai annoncé aussi l'arrêt de la chasse sur le grand tétras. Nous avons d'autres espèces comme celle-là sur lesquelles on prend nos responsabilités. Là, sur les chasses traditionnelles, c'est-à-dire les chasses où on récupère des oiseaux dans des cages ou avec des filets ou avec des lacets. Sur ces chasses-là, le Conseil d'État nous a dit que nous n'avions pas suffisamment justifié de leur interdiction. Du fait qu'elles soient compatibles avec le droit européen, avec la fameuse directive oiseaux. Donc, à partir du moment où on voit qu'il y a un besoin de clarifier ce point vis-à-vis de la directive oiseaux, eh bien, nous avons redéposé les arrêtés concernant ces chasses. Ils seront très certainement, ils feront l'objet d'un recours très certainement. Le Conseil d'État pourra donc enfin nous dire ce qu'il en est pour chaque chasse. Est-ce que oui ou non, elle respecte la directive oiseaux ? Ce sera clair pour tout le monde. De la réponse des chasseurs qui ont défilé la semaine dernière et qui ont dit ça va exploser, ça va trop loin. Je crois que les chasseurs doivent essayer, comme d'autres, d'avoir une position qui est une position où ils disent la réalité des choses. La chasse dans ce pays est une chasse réglementée. Elle a fait l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de soutiens, notamment par la baisse du permis de chasse, par du travail que nous faisons avec eux sur la biodiversité. Moi, quand j'étais députée, j'ai aidé financièrement des associations de chasse qui gèrent des réserves et de la biodiversité. Donc la question n'est pas d'opposer les uns aux autres. Tous ceux qui jouent ce petit jeu très dangereux d'opposer des catégories de population aux autres porteront une grosse responsabilité si nous avons des problèmes plus tard. Écoutez Sandrine Rousseau, elle parlait d'Emmanuel Macron. Quelqu'un comme Emmanuel Macron, par exemple, n'a pas déconstruit les discriminations. Et c'est un problème. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Et ça demande du temps, ça demande des lectures, ça demande d'écouter les personnes qui disent être victimes de discrimination. Ça demande de les croire, ça demande de les accompagner, ça demande de voir avec elles ce qu'elles ont vécu. Et c'est une démarche qui demande du temps, qui demande une forme de volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun avoir. Et ça, elle n'est pas excluante, elle n'est pas... Non, elle n'est pas... Évidemment que sur chacune de ces différences. Évidemment que non. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Bon, voilà. Donc, la question, c'est vraiment une démarche personnelle. Et c'est en cela que je disais. Déconstruit. Mais attendez, c'est comme ça que je disais que oui, je ne fais pas confiance à des hommes ou des femmes politiques qui n'ont pas fait ce chemin-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours sur l'homme déconstruit ?
je ne suis pas certaine que ça parle à beaucoup de monde. Que, encore une fois, lutter contre des clichés, lutter contre une forme de culture qui a dominé pendant très longtemps, où on mettait les hommes et les femmes dans des pots, dans des cases qu'ils ne pouvaient pas dépasser. C'est un combat féministe qui existe depuis toujours. Et je crois que tout le monde doit s'intéresser à ce combat. Après, ce discours-là est un discours qui me paraît extrêmement complexe et qui, je ne sais pas s'il aide la cause qu'elle défend. Et puis ensuite, c'est pareil, elle-même met des gens dans les cases. Emmanuel Macron, c'est celui qui a fait voter la PMA pour toutes les femmes, c'est celui qui a fait voter le congé paternité. Donc je crois que sans rentrer dans des discours comme ceux-là, qui sont des discours qui s'adressent à des catégories de population, ben nous, les droits des personnes auparavant discriminées, on les fait avancer. Un mot sur le pouvoir d'achat, parce que vous êtes dans cette majorité représentant une forme d'aile gauche. Aujourd'hui, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, le gaz, le pétrole, l'essence, tout ça augmente. Est-ce qu'il y a des propositions nouvelles à faire aujourd'hui ? Oui, la question des prix de l'énergie est une question qui nous préoccupe tous. Et d'ailleurs, hier, j'étais avec mes collègues ministres de l'énergie européens en Slovénie et on en a beaucoup parlé. Les prix de l'énergie sont en train de monter pour plein de raisons conjoncturelles et d'autres structurelles. Pour répondre à l'urgence, on a mis en place ce qu'on appelle un chèque énergie pour faire en sorte que les ménages les plus modestes, ceux qui n'ont pas les reins financiers pour pouvoir faire face, puissent être aidés. Donc on a un chèque énergie qui existe depuis 2018, qui a été augmenté, que les gens reçoivent en fonction de leurs revenus dans leur boîte aux lettres et qui peuvent leur servir à payer leur facture d'énergie. Là, dans l'urgence, nous avons lancé un chèque de 100 € que vont recevoir tous les bénéficiaires du chèque énergie d'ici à la fin de l'année pour pouvoir faire face à cette hausse conjoncturelle. Mais structurellement, il faut surtout que nous aidions nos concitoyens à être moins dépendants de ces hausses qu'on ne maîtrise pas toutes. Parce que c'est des marchés mondiaux et ça, on ne pourra pas y faire grand-chose. Économie d'énergie. Donc évidemment, d'abord les économies d'énergie. Ma prime rénov que nous avons mise en place pour aider nos concitoyens à faire des rénovations dans leur logement, pour que leur logement soit mieux isolé et qu'ils aient des factures de chauffage moins fortes, elle explose, ça marche très très bien. On va avoir 800 000 primes rénov qui vont être distribuées d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, j'entendais que des rénovations, les Verts demandaient en 2017, je crois, 750 000 rénovations par an. Bah là, on va arriver à 800 000. Donc c'est pareil. C'est en train d'arriver. Et puis on doit travailler aussi à d'autres moyens de leur faire payer moins d'énergie, notamment, par exemple, en changeant de voiture, en travaillant pour qu'ils aient des voitures électriques. Qui sont chères encore pour aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, allez voir chez les concessionnaires, et je vous conseille d'aller voir chez les concessionnaires. Maintenant, vous pouvez avoir, avec les aides de l'État, des voitures électriques que vous allez trouver au même prix et parfois moins chères que des voitures thermiques. Et puis après, vous n'aurez plus le plein d'essence à faire. Vous aurez aujourd'hui, effectivement, un plein d'essence pourra arriver jusqu'à 100 €, mais on pourra avoir maintenant un plein d'électricité à 10 €. Je crois que ça peut être intéressant. C'est des moyennes, tout ça, attention. Bien sûr. Alors, si on revient plus largement sur votre place dans le gouvernement, votre place dans cette majorité qui peut... Rien que pour la transition énergétique, moi sur mon budget qui a été présenté hier, mon budget c'est 50 milliards d'euros. Je crois que Yannick Jadot demandait justement 50 milliards d'euros en tout pour la transition écologique. C'est mon budget et en plus j'ai le plan de relance et en plus nous allons avoir un plan d'investissement. On est en train de travailler sur les friches. Bref, moi je veux bien tout. On est l'économie circulaire, qui est une économie très importante, où on arrête le tout jetable et où on va récupérer les déchets pour faire du recyclage, pour avoir moins de plastique. Enfin, je peux vous en sortir comme ça tous les jours. Donc moi, je veux bien qu'on se focalise sur les points qui n'ont pas assez avancé. Je serai la première à vous dire qu'il faut aller plus loin, encore plus loin. Et en plus, l'Europe, maintenant, grâce à son paquet qui a été présenté cet été, nous incite à aller encore plus loin pour être en phase avec ce que le GIEC nous dit. Allons-y, fonçons. Mais pitié, arrêtons de décourager tous ceux qui se battent dans notre pays. Yannick Jadot parlait des maires. Il a raison, Yannick Jadot. Et puis de toute façon, Yannick Jadot, on le voit dans les discours qu'il tient. En fait, il envie un petit peu ce qu'on est en train de faire. Il approuve ce qu'on est en train de faire. Le problème de Yannick Jadot... Il pourrait travailler avec vous ? Mais le problème de Yannick Jadot, son problème à Yannick Jadot, c'est Europe Écologie Les Verts. C'est ça son problème.
parce que Europe Écologie Les Verts est incapable de faire ce travail de dépassement des clivages qui permettent d'avancer. Et là, la société avance sans attendre les Verts. Et mon rôle au gouvernement, c'est d'accompagner, d'aider les entreprises qui veulent bouger quand on met des milliards pour la décarbonation de l'industrie, pour aider nos entreprises à bouger, nos petites PME à industrialiser des process. Ça, c'est ce qui fait bouger le monde. Mais si Yannick Jadot était candidat, il pourrait travailler avec vous. Il est sur la même ligne quelque part, c'est ce que vous dites. Mais tant qu'il reste coincé dans le giron d'Europe Écologie Les Verts, tant qu'Europe Écologie Les Verts ne fait pas ce travail de dépassement on est tellement nombreux à avoir voulu le faire. Moi, je ne suis pas la seule. Danny Cohn-Bendit voulait le faire aussi quand il a créé Europe Écologie Les Verts. C'est justement pour se dépasser, pour que les écologistes soient enfin ouverts sur le monde et acceptent tout le monde. Là, on est reparti dans le vieux système des Verts où ils se parlent entre eux. Et si Sandrine Rousseau était la candidate, vous croyez quelle différence pour vous, dans le fond ? La différence, c'est une question là de même pas. Elle n'exprime même pas l'envie de gouverner. En fait, elle est dans des paroles qui sont des paroles et des propositions qui sont des propositions dont la plupart soit sont déjà mises en œuvre, soit sont déconnectées. Moi, quand j'ai entendu dire qu'elle voulait, par exemple, baisser la demande d'électricité ou la consommation d'électricité dans un moment où on baisse nos émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que on transforme nos voitures de pétrole à l'électricité, qu'on le fait aussi dans les process industriels, c'est illusoire de croire qu'on va baisser notre demande d'électricité. Un mot sur Anne Hidalgo, qui se présente aussi comme une candidate écologiste, sociale écologiste, et qui est sur ce terrain-là. Anne Hidalgo, mais comme tous ceux qui parlent d'écologie, ça me va bien. Moi, on a des enjeux énormes face à nous et qu'il faut pouvoir relever. Donc que tous les candidats s'emparent des questions écologistes, très bien. Moi, ce que je vois simplement, c'est que elle parlera aussi aux électeurs de gauche qui votaient Macron en 2017. Oui, elle peut peut-être les séduire. Encore une fois, ce qui leur manque, et Anne Hidalgo n'y arrive pas non plus, c'est cette question du dépassement des clivages. On ne peut pas continuer à être chacun dans son coin, chacun dans son couloir. Ce qui m'a plu dans la démarche d'Emmanuel Macron en 2017, et ce que je construis aussi dans le travail que je fais avec le parti que j'ai fondé qui s'appelle En Commun, c'est de justement sortir de ces clivages et travailler avec tout le monde, ramener des gens pour réussir sur ce sujet important à avancer. On ne pourra pas faire la transition écologique sans les entreprises, on ne pourra pas faire la transition écologique sans les agriculteurs, on ne pourra pas la faire sans nos jeunes, on ne pourra pas la faire sans les chercheurs, etc., etc., etc. Voilà, donc c'est une question de méthode. Moi, ce qui me différencie de ces candidats, et notamment des candidats de ELV, c'est une méthode, c'est pas l'analyse que nous partageons des enjeux. C'est vraiment comment on veut y arriver. Et pour y arriver, il faut avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Merci beaucoup Barbara Pompili d'être venue sur notre plateau.